Vous pensez connaître l'histoire de la pornographie. En réalité, c'est une histoire qui en cache une autre, bien plus vaste, celle de nos technologies, de nos médias et même de notre économie. Pour la comprendre, on va remonter le temps de la fresque antique jusqu'au flux infini de nos écrans. Regardez ça, le contraste est assez dingue, non? D'un côté, Pompéi. Là-bas, la sexualité s'affiche au grand jour, elle a une fonction sociale, presque magique. Et de l'autre, eh bien, c'est notre écran, tout seul. Le désir y est devenu une affaire privée, gérée par des algorithmes. La question, c'est comment on est passé de l'un à l'autre. Pour comprendre ce basculement, il faut voir la pornographie autrement que comme une simple collection d'images. On va utiliser un concept clé, le dispositif. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. Un dispositif, c'est tout ce qui organise et oriente nos comportements. Ça peut être une technologie, une loi, l'architecture d'un lieu. Et la pornographie, c'est justement l'un des dispositifs les plus puissants jamais inventés pour façonner le désir humain. Allez, on commence avec la toute première grande révolution technologique. C'est le moment où tout bascule, où la représentation sexuelle quitte l'espace public pour entrer dans la sphère du secret, du contenu qu'on se passe sous le manteau. Parce que, oui, il faut s'imaginer que dans l'Antiquité, le sexe n'était pas du tout caché. À Pompéi, un phallus sur une porte, c'est un porte-bonheur. En Grèce, pendant les banquets, on buvait dans des coupes avec des scènes très directes. Et en Inde, certains temples montraient carrément l'acte sexuel comme un chemin vers le divin. Bref, le sexe était visible, social, totalement intégré. Et là, tout change. L'invention qui va tout bouleverser, c'est l'imprimerie. En 1524, des gravures appelées immodis sont publiées. Pour la première fois, on peut reproduire une œuvre érotique en série. La réaction est immédiate. Le pape exige que tout soit brûlé. Et voilà, le mécanisme est en place. Une production de masse qui entraîne une censure de masse. C'est ça, l'acte de naissance de la porno moderne. Et plus tard, la photo va amplifier le phénomène, en offrant non plus un dessin, mais une trace du réel, avec les soldats comme premier grand public. On fait un grand saut dans le temps. On arrive au XXe siècle, avec une technologie qui va faire entrer l'interdit directement dans nos salons et qui va changer pour de bon notre rapport à ces images. Dans les années 70, il y a eu le porno chic. Aller voir un film comme Gorge profonde, c'était une sortie, un acte de transgression partagé, en public, dans une salle de cinéma. Et puis, la cassette VHS débarque. Et là, c'est la révolution. Le dispositif change complètement de lieu. Il quitte la salle commune pour s'installer dans le salon. L'expérience qui était collective devient privée, solitaire. Le public est atomisé. Et ce nouveau marché privé, il est tellement puissant que c'est lui qui va décider de la technologie qu'on va tous utiliser. C'est un fait assez fou. Dans la guerre des formats vidéo de l'époque, entre la VHS et le Betamax, c'est l'industrie du porno qui a fait pencher la balance. La demande était si forte que la VHS l'a emportée. Le désir a littéralement choisi la technologie de nos salons. On attaque maintenant l'ère numérique. Mais attention, avant l'Internet qu'on connaît tous, il y a eu une petite expérience bien française, une sorte de laboratoire du futur, qui a inventé, avec des décennies d'avance, le modèle économique de tout l'Internet du désir. Je parle bien sûr du Minitel. Et son idée de génie, c'était le système kiosque. C'était d'une simplicité redoutable. On tapait un numéro, comme le fameux 3615 ULA, on payait à la minute et tout arrivait directement sur la facture de téléphone. France Télécom encaissait et reversait une grosse partie aux créateurs du service. En fait, ils ont inventé l'App Store et le paiement sur facture mobile, mais 20 ans avant tout le monde. Et le succès a été colossal. Accrochez-vous bien. 1 milliard d'euros. C'est ce que le Minitel a généré rien qu'en 1995. Et près de la moitié de cette somme venait des messageries roses. Des fortunes se sont créées comme ça, et c'est cet argent qui a ensuite servi à financer l'arrivée d'Internet en France. C'est quand même incroyable quand on y pense. Avec Internet, le dispositif devient plus complexe. En gros, 2 grands modèles émergent. D'abord, le modèle tube à la Pornhub. C'est le buffet à volonté. C'est gratuit, c'est infini, et c'est financé par la pub. Et puis, il y a le modèle créateur, type OnlyFans. Là, on change de logique. On ne paye plus pour une vidéo anonyme, on s'abonne pour avoir accès à l'intimité d'une personne, pour une illusion de relation, de proximité. Mais attention, ce modèle créateur, ce n'est pas un Eldorado pour tout le monde, loin de là. En réalité, ça a juste recréé un star system avec des inégalités extrêmes. Le top 1% des créateurs et créatrices captent la quasi-totalité de l'argent et les 99% restants, eh bien, ils se partagent les miettes. Et on arrive à la dernière révolution,
La plus récente, et sans doute la plus radicale, c'est le moment où la technologie ne se contente plus de montrer des images du corps, mais où elle commence à fabriquer ces images elle-même, à partir de rien, sans plus aucun lien avec un corps réel. Il s'agit bien sûr de l'intelligence artificielle générative. Le principe est simple. On écrit une phrase, un prompt, et l'IA crée de toutes pièces une image ou une vidéo porno sur mesure avec un réalisme bluffant. C'est la promesse d'une pornographie infinie et surtout totalement personnalisée. Bien sûr, cette technologie a un côté extrêmement sombre, le deepfake pornographique. C'est le fait de prendre le visage de n'importe qui, sans son accord, et de le coller numériquement sur le corps d'un acteur dans une vidéo. Il faut être très clair là-dessus. C'est une nouvelle forme de violence sexuelle numérique. Une violence d'une brutalité inouïe qui cible à 99% des femmes, avec des conséquences psychologiques dévastatrices. Toute cette évolution vers le synthétique, ça pose une question fondamentale, presque philosophique. Si le désir peut être entièrement comblé par une machine, par une projection de lui-même, quelle place reste-t-il pour l'autre? Le vrai autre, avec ses imperfections, ses refus, son imprévisibilité, son humanité en somme. Et ça nous laisse avec une dernière interrogation un peu vertigineuse. Et si, finalement, l'aboutissement de toute cette histoire, ce n'était pas plus de porno, mais sa disparition? Sa dissolution dans une expérience générée à la demande, tellement parfaite, tellement personnelle, qu'elle finirait par rendre le corps humain, le vrai, tout simplement obsolète.